Et c'est super. Alors moi, je suis donc, comme l'a dit Christine aujourd'hui, je suis maire de Poitiers, donc j'ai pas, comme les intervenants de la première table ronde, j'ai pas vraiment de compétences à cet égard-là, si ce n'est que la ville de Poitiers, eh bien, comme toutes les communes, le maire de Mont-Saint-Cyr en va témoigner, on devra gérer la carence en eau probablement l'été prochain. Et on s'y prépare, mais je suis aussi, j'ai été conseillère régionale comme Christine avant, et puis de manière générale, je suis aussi élue à Grand Poitiers, donc j'ai une lecture aussi sur ce... Je me permets d'avoir une lecture politique un peu plus large que les compétences de la ville de Poitiers sur le sujet dont vous parlez aujourd'hui. Alors, par rapport à la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a une revendication que nous portons avec la plupart des acteurs, en tout cas ceux qui sont présents aujourd'hui depuis longtemps, c'est de faire de l'étude HMUC, donc qui vous a été présentée, le préalable de toute décision. Ça fait longtemps que c'est demandé, on va presque être en passe d'y arriver, mais avec une logique très simple de dire, avant de savoir comment on se répartit l'eau, il faut savoir de combien d'eau on peut disposer, et en particulier dans une perspective évolutive alors des changements climatiques. Et ça doit être c'est une revendication que ce soit un préalable à la construction d'infrastructures, par exemple, au-delà de la répartition de la construction de retenues, parce que sinon, eh bien, si on construit les retenues, ensuite, avec un volume eh bien, qu'on ne connaît pas bien, ça risque de figer les usages, et Nicolas l'a très bien dit, hein, du coup, alors ça servir de référence ensuite, qui ne serait pas juste et dangereuse au regard des réalités. Et le risque étant, si l'étude HMUC n'était pas un vrai préalable avant un protocole pour les retenues, par exemple, ce serait que soit on construise des bassines, enfin je dis bassines retenues à grand renfort d'argent public, parce que ça coûte quand même très très cher, mais qu'ensuite on ne puisse pas s'en servir parce qu'on ne pourrait pas les remplir, soit on les construise et qu'ensuite on dise maintenant qu'on les a construits, ce serait quand même dommage de ne pas s'en servir, et que du coup, comme ça se passe aujourd'hui, à grand renfort de dérogation préfectorale, eh bien on les remplisse quand même. Oui. Et là, c'est ce qui a commencé, enfin, on a à moitié gagné la bataille, puisque le préfet de la Vienne a, rassurez-vous, je vais être dans le positif ensuite, hein, mais du coup, a fait voter à une courte, enfin, a réussi à faire passer ce qu'il appelle un protocole territorial d'agriculture, un PTAI, un protocole de territoire pour l'agriculture et l'irrigation. Mais CQFD, aujourd'hui, enfin, la semaine dernière dans la presse, il reconnaît qu'à mesure que les études HMUC sortent, on ne pourra pas remplir toutes les bassines telles qu'elles étaient initialement prévues dans le protocole. Donc on avait raison de demander, avant de s'engager dans des projets, savoir de combien d'eau on dispose. Alors après, je reste prudente parce que dans toute bonne négociation, on dit qu'on veut avoir 30 pour avoir en réalité 25, et là il a dit qu'on en abandonnerait 3 ou 4. Donc restons prudents. Mais donc voilà, le préalable, c'était d'avoir une visibilité claire sur la ressource en eau dont on dispose aujourd'hui, dont on disposera demain, et ensuite à partir de ce volume d'eau, comment est-ce qu'on le partage? Et c'est ça vraiment pour moi l'enjeu du PTGE citoyen, d'un PTGE tel que demandé par la loi, mais du PTGE citoyen que vous voulez lancer. Partager entre tous les usages. La loi, ça vous a été expliqué, ça dit très clairement les choses. Hein. Enfin, voilà, l'eau potable, les milieux, et ensuite les usages, et même dans les usages industriels et agricoles, il y a prioriser au regard de la loi, et ensuite, comme l'a dit Nicolas, viser une priorisation plus fine. L'agriculture, c'est un gros morceau, mais au sein de l'agriculture, de quelle agriculture parle-t-on? Quelle agriculture a le plus de valeur ajoutée pour le territoire? C'est difficile d'avoir des chiffres, mais par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on estime que 85% de la production de céréales et oléoprotéagineuses, donc en gros, ce qui consomme le plus d'eau en agriculture irriguée, 85% part à l'export. Ça veut dire que ce sont des cultures qui produisent certes peut-être des bénéfices pour les agriculteurs, mais très peu de valeur ajoutée pour le territoire. Donc en fait, les subventions publiques qu'on donne et l'attribution de la ressource commune qu'on donne à ces productions-là, eh ben, elle a un cycle de vie très court sur le territoire, tandis que les volumes qu'on attribue à un maraîcher, par exemple, eh bien, ils vont derrière, si on fait bien les choses, eh bien, approvisionner notre restauration collective, et la valeur ajoutée sur le territoire, elle est x10. Donc c'est de ça qu'il faut qu'on discute. C'est quelle eau pour quelle agriculture et pour quel usage in fine. Parce que pendant qu'on exporte 85% de notre production céréales et léoprotéagineux, on a 4% d'autonomie alimentaire sur le territoire de Grand Poitiers. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas, et ça nous met dans une situation de vulnérabilité extrême. Il faut vraiment penser la question de l'eau à l'aune de ces enjeux-là. Pourquoi donc je comprends, il y a notamment Haute-Vienne par exemple à valider le protocole de la préfecture parce qu'actuellement il n'y a pas d'alternative. Donc moi je comprends et je respecte les positions qui disent qu'il vaut mieux tenter quelque chose que ne rien tenter, mais pourquoi ça pose problème? Parce que comme le protocole PTAI agricole
c'est donc, vous l'avez compris, on ne prend qu'une partie des usages de l'eau, les autres ne sont pas autour de la table, en tout cas certains se sont exprimés contre, certains ne sont plus, comme les associations. Seuls quelques agriculteurs en sont signataires, 2000 agriculteurs sur le bassin, 340 irrigants, 160 adhérents aux coopératives qui bénéficieront demain de ces retenues-là. Et puis, des modalités de décision qui ne sont pas claires. Vous trouvez dans ce protocole un GIP, un groupement d'intérêt public, mais sauf que les modalités de décision in fine ne sont pas claires, ce qui veut dire qu'à la fin, ce n'est pas une décision... Le risque est que ce ne soit pas une décision collective, mais une décision aux mains de l'État. Et donc c'est vraiment cette notion, la clé de la réussite d'un PTGE, et en particulier de ce PTGE citoyen, c'est assurer cette notion de partage. C'est une question d'équité, c'est une question de démocratie, et il y a un enjeu éminemment important, c'est celui de la méthode. Comment vous allez faire pour mettre tous ces usagers autour de la table et pour mettre tout le monde d'accord autour de ce partage des usages de l'eau. Et il y a un article qui est paru aussi la semaine dernière que j'ai trouvé extrêmement dur, c'est celui où justement c'était fameux où le préfet évoque le fait que finalement on ne pourra pas remplir toutes les bassines, et à la fin il dit on ne pourra pas sauver toutes les exploitations. Et il nomme une exploitation, il dit par exemple les jeunes qui se sont installés pour produire des vaches laitières et faire des yaourts bio, eux on ne pourra pas les sauver. Enfin, j'ai plus la formule, j'ai trouvé ça d'une violence. C'est violent. J'ai trouvé ça d'une violence pour l'exploitant potentiellement concerné. Je ne sais pas s'il a eu l'article, mais voilà. Mais de manière générale, en fait, ça renforce l'idée, ça renforce le besoin d'avoir une démarche citoyenne et transparente, parce que je ne vois pas une démarche citoyenne qui aboutirait à dire qu'une production de vaches laitières en bio pour des yaourts, pour la restauration collective, ce ne serait pas prioritaire dans l'attribution des réserves en eau. Et donc il y a quelque chose d'irresponsable, en fait, à pointer du doigt ce type d'exploitation et de dire, ben voilà, si on ne fait pas les retenues, c'est ça qui va mourir. Non, en fait, il faut mettre l'intérêt général au centre. Comment est-ce qu'on décide collectivement? Quels usages sont prioritaires, lesquels le sont moins? Pour récapituler, pour essayer de donner de la lisibilité à tout ça, c'est donc bien dans cet ordre-là qu'il nous faut faire les choses et que le PTGE va nous permettre de faire. Attendre la fin de l'étude HMUC, elle a été très bien présentée. Vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait finalisé, mais en gros, ça va arriver dans les premiers mois de l'année. Ensuite, avoir une démarche démocratique qui nous permette de dire quels sont nos besoins, quels seront nos besoins demain. D'abord avec des critères politiques et non pas des critères historiques. Et enfin, ensuite, déterminer la répartition de l'eau et les investissements qui sont éventuellement nécessaires. Et je n'ai pas non plus de position dogmatique sur le principe de retenue. Toute agriculture a besoin d'eau, donc toute alimentation humaine a besoin d'eau. Par contre, comme toujours, c'est le côté gigantisme qui pose problème et surdimension par rapport à ce que le milieu peut nous fournir. Donc ça va bien venir dans un troisième temps. Alors le dernier point, c'est, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, moi je suis fondamentalement possible qu'en faisant bien les choses et en mettant tout le monde autour de la table, on peut réussir à se mettre d'accord. Le problème, c'est qui pilote. Qui pilote. Aujourd'hui, il y a une démarche citoyenne qui est lancée et voilà, ça prend, ça marche, c'est bien. Et je suis bien placée pour dire que ça peut marcher quand on veut, mais il faut absolument garantir la légitimité à cette démarche. Donc, je l'ai dit, il y a une belle représentativité d'acteurs qui est autour de la table. Il faut encore élargir, me semble-t-il. Normalement, c'est le rôle de l'État de faire ça. Donc, j'espère qu'un jour l'État reviendra, sera plus raisonnable et entendra cette brochette de plus en plus large d'acteurs qui appellent à un PTGE pour le territoire. Mais dans l'attente, je pense qu'il faut élargir le nombre de personnes autour de la table. Nicolas, bouge-toi les oreilles, mais on en a déjà parlé. Je pense qu'on pourra difficilement avoir la Chambre d'agriculture qui a voté contre le protocole de la préfecture de la Vienne. Eh bien, ce serait un élargissement intéressant. L'État, bien sûr, et puis le Haut-de-Vienne, pourquoi pas. En tout cas, plus on sera large et plus on sera représentatif des différentes parties prenantes de l'eau, avec en plus une démarche grand public, puisque c'est un sujet qui intéresse de plus en plus, et bien plus ce sera une condition de réussite, c'est de force du plaidoyer sur cet enjeu d'avoir un PTGE citoyen, parce que aussi, et vraiment je termine là, ce sujet n'avance pas parce qu'on attise beaucoup les divisions et les oppositions culturelles qu'il y aurait entre les urbains et les ruraux, les agriculteurs et les ruraux. C'est en grande partie faux et écrit à notre place en fait. Et à nous de faire plus collectif que ce qu'on dit de nous pour, encore une fois, avoir une force de plaidoyer importante. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais merci en tout cas pour la démarche et bon courage pour la suite. Tout mon soutien.